Premier féminicide de l'année, le terrible décompte est lancé. Une jeune femme de 22 ans a été abattue par son ex-compagnon ce week-end à Koumak. L'homme a presque immédiatement retourné son arme contre lui et s'est suicidé. Ce drame donne une terrible impression de déjà-vu un mois, jour pour jour, après des faits similaires commis à Païta. Des séparations de jeunes couples qui se soldent par des drames, un phénomène de société qui s'explique, pour John Passa, par un climat ambiant de violence. C'est des relations amoureuses où il n'est jamais envisagé de se séparer. Et comme c'est des relations qui commencent très tôt, à 15-16 ans, on n'a pas de garde-fou. C'est-à-dire que les parents laissent aussi faire cette relation amoureuse-là. Et comme la séparation n'est pas envisagée, hélas, c'est la mort qui ne peut qu'aboutir au... C'est-à-dire qu'on est dans des formes de prise de possession, notamment de la part du garçon. S'il n'y a pas cette responsabilité qui est engagée par les parents, on risque d'avoir encore d'autres drames qui vont se passer. 4 féminicides ont été recensés l'an dernier, mais ces chiffres ne sont pas une fatalité pour les femmes du collectif de masse qui affichent des messages féministes sur les murs de Nouméa. Effectivement, je pense que l'éducation a un grand rôle à jouer là-dessus. On ne va pas juste culpabiliser les femmes et leur dire « ne sors pas, fais attention », etc. Il y a un gros problème de culpabilisation des femmes, en fait. Et au contraire, il faut faire changer la responsabilité de l'autre camp. Oui, moi je voudrais m'adresser aux femmes qui peuvent subir en Nouvelle-Calédonie des violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient psychologiques, et leur dire qu'elles ne sont absolument pas seules. Et après, on a également en Calédonie des numéros d'urgence à contacter. Il y a SOS Écoute au 05 30 30 ou SOS Violence au 05 11 11. Là, du coup, on a le capteur pour écouter le rythme cardiaque du bébé. Et puis, du coup, là, comme ça, avec l'autre, on va pouvoir voir s'il y a des contractions. Donc là, du coup, on va te le laisser une demi-heure. Hop. Comme ça nous permet de voir si le bébé va bien. Les femmes enceintes positives au Covid-19 sans complications ne pourront plus bénéficier de ce suivi rapproché par les sages-femmes. Dès qu'il y a eu des patientes positives dès le mois de septembre, certains médecins du coup, ont jugé nécessaire de nous demander d'aller les suivre à domicile 2 fois par semaine pendant la période Covid, du coup, pendant les 10 jours. On n'avait pas encore de recul sur les modalités de facturation et de prise en charge et on n'avait pas de réponse ni du gouvernement ni de la CAFAT. Donc nous, en tant que sage-femme, on a pris la décision d'assurer ce suivi sans le facturer aux patientes, en partant du principe que comme la grossesse c'est une période de prise en charge à 100%, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et puis finalement, au mois de décembre, la CAFAT nous a annoncé que ces monitorings ne seraient pas pris en charge. Donc soit il nous reste à réclamer cet argent-là aux patientes, même si elles n'ont pas forcément les moyens de payer ces consultations-là, soit d'avoir travaillé à perte et voilà. Pour la CAFAT, cette non-prise en charge est justifiée. Cette prise en charge n'est pas possible tout simplement parce qu'elle est inutile et qu'elle n'est pas médicalement justifiée. Toutes les publications sur le thème Covid-grossesse montrent qu'il n'y a absolument pas d'augmentation de la morbidité prénatale pour ce qui concerne les enfants de mères ayant contacté le Covid, en sachant qu'il faut aussi prendre en compte la différence entre le fait d'avoir un test positif et le fait d'avoir le Covid en tant que maladie. Il y a d'autre part une graduation dans la symptomatologie. Et donc, dès qu'une femme a un test positif, dire qu'il faut faire là, maintenant, tout de suite, des monitorings de surveillance, médicalement, ça n'a aucune justification. Le syndicat des sages-femmes, suite au refus de la CAFAT de prendre en charge ces prestations, a demandé à être reçu en urgence par le gouvernement. En pleine seconde vague de Covid, la prise en charge des femmes enceintes positives non hospitalisées pose question. Pour le moment, aucune suite n'a été donnée à la demande du syndicat. Boaouma vit à la tribu de Willis à Temala. Depuis quelques années, elle confectionne des chapeaux, sacs à main et porte-monnaie en fibre d'aloe vera tressée. La variété qu'elle utilise se trouve près de chez elle. Là, c'est le vieux avant et il tombe dans l'eau pour récupérer les fibres. Comme c'est dur à casser. Si je casse, t'as vu? Ça casse pas.
Mais voilà l'aloès que j'ai fait les sacs avec. Quand tu casses, ça casse facilement. Voilà. Il y a ça, et puis là, il y a tout le long là. Moi, je viens ramasser les graines, j'ai planté chez moi. Ça y est, j'ai récupéré déjà pour faire des sacs. Tu casses, après tu récupères ça là. Tu machines. Donc toi, ouais, tu prends toutes les feuilles sauf le cœur. Oui, sauf le cœur. Ah là, je commence avec ça. Elle a appris le tressage avec sa mère qui utilisait des feuilles de pandanus, plus difficiles à récolter avec un temps de séchage plus long. Boaouma s'est petit à petit entraînée avec les fibres d'aloe vera. Aujourd'hui, elle ne tresse qu'avec ça. Elles ne sont que 2 à le faire en Nouvelle-Calédonie. Il faut bien sécher. Tu sèches pendant combien de temps à peu près? Mais c'est juste au soleil 2 heures. J'ai fait en 5, je tresse en 5. Pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui aide ou... Bon, ça dépend. Non, d'habitude, elle travaille toute seule. Moi, je travaille tout seul. Moi, j'ai fait jusqu'à 20 mètres, 30 mètres. Après là, tu peux faire 2 sacs, 3 sacs, ça dépend. Une fois la base finie, il faut la retourner pour coudre le fond du sac. Et pendant le confinement, il y a eux en province, ils sont venus chercher des trucs pour compenser les infirmières, tout ça, qui sont venus donner la main. Ils ont tout pris, les trucs à moi. Et du coup, t'en refais quand? Toutes les semaines? Oui, enfin pas toutes les semaines, s'il fait chaud, mais si... Il passe pas, quoi. Après ça, tu vois, il faut avoir de la patience pour faire tout ça, là. Ouais. Après, tu peux mettre les calicots. Il faut à présent coudre la fermeture éclair et le tissu à l'intérieur. Un porte-monnaie qui prendra sa place parmi les autres créations. Vous pouvez les retrouver régulièrement au Centre culturel de Vaud, en commander sur les réseaux sociaux ou vous rendre directement à la tribu de Wélis. Bonjour madame. On est arrivé dimanche en avion. Ok, donc tu es à J2. Exactement. Ça marche, il me faut ton passeport, ta date de naissance. 22-10-90. Est-ce que tu es bien en septaine? Oui. Pas de symptômes particuliers? Non. 2 personnes dédiées uniquement au prélèvement et aux saisies informatiques, il n'en faut pas moins pour venir à bout chaque jour d'une file d'attente qui s'allonge. Dans cette pharmacie, comme dans les autres, il a fallu revoir l'organisation face à l'affluence des personnes devant se faire dépister. Une file d'attente à peu près jusqu'au bout et on essaie de faire au plus vite, mais des fois l'ordi bug, des fois il y a des grandes vagues de gens qui arrivent. C'est un peu compliqué. On est à combien à peu près de tests Hier après-midi, entre 14h et 17h30, on était à 152. Donc à peu près entre 200 et 300 à la journée. Depuis qu'on a employé une nouvelle personne pour faire les tests, c'est plutôt fluide, que ce soit au test ou à la pharmacie. Et c'est vrai qu'on a été débordés au tout départ quand l'organisation était mal huilée. On avait soit beaucoup de personnes qui venaient pour les tests et du coup nos patients ne pouvaient plus se garer à la pharmacie, soit l'inverse. Donc ça pouvait générer des tensions au niveau de l'attente. Donc aujourd'hui, on a essayé de trouver la meilleure organisation pour justement gérer la frustration des gens et essayer de répondre au mieux à leurs attentes. Et rien de très spécial. Ah, c'était pour vraiment te dire que tu l'avais plus? Oui, par rapport à mes parents. D'accord, bon écoute, on va tester et puis on va voir si c'est encore là. D'accord. C'est ok pour moi. C'est bon. Bonne journée. Ça t'a attendu trop longtemps avant de te faire tester, ça va Franchement, ça va. Je suis revenue la dernière fois, j'avais fait 1 heure de queue. Là, on n'a pas fait beaucoup. Le rôle des personnels pratiquant les tests de dépistage ne s'arrête pas au prélèvement. Ils doivent également déterminer pour chaque patient s'il rentre dans les critères du dépistage et surtout informer les personnes testées positives de la marche à suivre. Depuis lundi, les consignes ont changé. Du coup, on se met à jour afin qu'on puisse donner les bonnes informations aux personnes, au niveau administratif surtout. Après, pour tout ce qui va être au niveau des symptômes,
ça reste toujours la même chose. Entre 10 et 15% des tests sont demandés pour des passes sanitaires, 20 à 30% pour des retours de voyage et le reste concerne les cas contacts et les personnes symptomatiques. Une part qui a beaucoup augmenté sur le mois de janvier. C'est tôt le matin que les premières noix sont cassées. Steve et sa compagne Noïda préparent de l'huile de coco, un savoir-faire que cet ancien militaire a reçu de son père et qu'il a adapté pour gagner en efficacité. Il faisait ça à la main, à la râpe, mais il devait faire quoi, peut-être 5-10 bouteilles, vraiment juste par an de la fin de mois. Bon, maintenant on fait avec la machine, donc ça va beaucoup plus vite, on fait plus de coco. Allez, c'est parti mon kiki. Si l'extraction du précieux liquide est simple, sa préparation est longue et fastidieuse. Pendant plusieurs heures, Steve va râper 175 noix de coco. Et ça, normalement, ça va nous faire à peu près 60, je pense entre 60 et 80 litres de lait coco, qui va nous faire 11 litres d'huile de coco. Ce couple de la tribu de Puyu-Atuo vend son huile depuis quelques années déjà, mais leur produit a obtenu depuis peu le label Bio-Pacifica. En Nouvelle-Calédonie, entre 2015 et 2020, le nombre de structures labellisées Bio-Pacifica a augmenté de 20%, preuve que l'agriculture bio gagne du terrain. Le label, c'est un gage de qualité, quoi. Ici, la matière première provient des parcelles contrôlées par l'association Bio-Calédonia. Plus qu'un gage de qualité, c'est une philosophie de vie. Pour l'instant, moi, je suis concentré sur l'huile de coco, mais j'espère à long terme faire en sorte qu'ils aient zéro déchet. Là, genre, ça, je dis, je ramène à Nouméa. La boue de coco, pour l'instant, bon, j'utilise aussi pour faire le feu. Maman utilise dans ses jardins. Donc le but, c'est que c'est l'économie circulaire, quoi, et que tout ça soit valorisé, quoi. Donc, en fait, c'est un état d'esprit et c'est vers ça qu'on veut aller, quoi. On fait tout pour aller dans ce sens-là. Une fois lâché à râper, le lait va pouvoir être récupéré. Noïda va passer plusieurs heures à presser à la main. C'est sûr qu'au bout de 70 cocos, madame, le soir, elle a un peu mal aux mains quand même. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle presse tout seule, hein. Je lui donne un coup de main quand même, hein, quand j'ai fini. Depuis septembre dernier, Steve fait 2 productions par mois. Au pays, l'île d'Ouvéa est la seule à produire à grande échelle, avec sa filière Copra, et commercialiser 100 tonnes d'huile chaque année. Ici, la production reste artisanale et après 12 heures au réfrigérateur, la matière grasse est récupérée puis portée à ébullition. Quelques heures plus tard, Steve obtient enfin les premiers centilitres d'huile. Au total, 11 litres seront mis en bouteille. Avoir de la patience ici, c'est ça le truc. C'est tout le temps que tu vois qu'il met pour rendre l'huile et tout ça, donc c'est de la patience. Le flacon de 170 centilitres est vendu à 2000 francs CFP pour être principalement utilisé pour le cosmétique. Alors, ça fait 100 francs, madame. Attendez, je vous rends la monnaie. 100 francs pour une paire de chaussures déjà utilisées mais en très bon état encore. C'est le principe du marché solidaire de la Croix-Rouge. Ici, tout est à petit prix. Organisé ce matin à Touo, le public est au rendez-vous. Merci. T'as trouvé quoi, toi? Des peluches, et puis un jardin, et puis des seins. Merci. Je vous en prie. Ben là, en ce moment, je cherche du linge pour enfants. Et là, j'ai trouvé un peu ce que j'ai besoin. Comme on ne descend pas sur Nouméa, ben voilà. La Croix-Rouge vient à notre rencontre au marché de Touo. Au menu des bonnes affaires, vêtements neufs et d'occasion, des chaussures, des livres ou encore des fournitures scolaires.
C'est le cahier, faut pas regarder sur le cahier texte, oui, il est à 100 francs. Une aubaine pour les mamans du marché qui profitent de chiner. Dans 15 jours, c'est la rentrée scolaire. Entre deux ventes, Mado cherche de quoi vêtir ses 2 enfants. Cette année, elle a prévu un budget de 8 000 francs CFP pour le textile. Je suis maman au foyer, je viens vendre mes produits et avec l'argent de mes produits, j'achète ce que je peux pour mes enfants. Oui, les 9h15. Il est seulement 9h15. Oui, c'est bien ça, pourtant. Eh bien, on a bien travaillé. Aujourd'hui, 3 bénévoles de l'association ont fait le déplacement de Koné. Une initiative rendue possible grâce à la générosité des Calédoniens que la Covid-19 ne semble pas ébranler. Malgré la crise, il y a des dons tous les jours. À notre antenne, il y a des gens qui nous apportent toujours, tous les jours, pratiquement des dons. Et c'est grâce à ça, justement, qu'on peut aussi organiser ces petites ventes solidaires. Et pour bénéficier d'un marché solidaire, la Croix-Rouge se déplace sur invitation des mairies ou des associations. 12 jours après l'éruption du volcan Tonga-Tonga, l'archipel du Pacifique continue de recevoir l'aide humanitaire de ses voisins. Une aide qui risque d'être perturbée à cause de cas de Covid sur le navire de guerre australien HMAS Adelaide. Alors que le navire militaire se dirigeait vers la capitale Nuku'alofa hier, les autorités de Canberra ont déclaré que 23 cas de Covid-19 y avaient été détectés. Pour l'heure, le navire de guerre australien reste en mer. Des discussions sont en cours pour savoir si une livraison pourra se faire sans contact avec la population tongienne, une population jusqu'alors épargnée par cette pandémie. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres nations du Pacifique, à l'exemple des îles Salomon, qui jusqu'à la semaine dernière n'avaient enregistré aucun décès et seulement 31 cas depuis le début de cette crise sanitaire. Mais hier, l'archipel du Pacifique a enregistré ses 2 premiers décès et près de 650 nouveaux cas ont été confirmés. Le confinement a donc été prolongé de 4 jours, les autorités espérant que cela arrête la contagion à l'échelle nationale. Du côté de chez nos voisins polynésiens, 2 bonnes nouvelles. La première concerne la situation sanitaire qui est nettement meilleure, même si le nombre de cas actifs est en légère hausse depuis la semaine dernière, il n'y a aucune hospitalisation. Et la seconde concerne le sportif Keoni Terorotua, qui devient le premier Polynésien à remporter un combat au championnat du monde amateur de MMA, ce lundi aux Émirats Arabes Unis. Waka et John Gazé tiennent un gîte à la tribu de Mou, à Lifou. Une case et 3 paillotes permettent d'accueillir jusqu'à 25 voyageurs en hébergement. Après 3 mois sans touristes et sans revenus, ils ont pu faire le plein au mois de janvier. Mais cette courte saison touristique touche déjà à sa fin, et la situation reste difficile. Ça met en cause les projets qu'on a en cours, la réhabilitation du restaurant. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on a ficelé le dossier qui est resté toujours à la province des îles. Jusqu'à aujourd'hui, pas de suite, il faut attendre. Cette situation est due à la crise sanitaire et aux 2 derniers cyclones qui ont provoqué des dégâts dans les îles. Voilà, donc ça c'est ma droite case traditionnelle. Il y a eu les votes budgétaires, budget de la province des îles, et il y a des enveloppes qui sont prévues pour le tourisme. Et on espère que ça va se vite mettre en place pour les aides, qu'on puisse repartir, quoi. Il faut, si je comprends bien, il ne faut pas faire que du tourisme, il faut essayer aussi de faire autre chose pour essayer de subvenir, de vivre avec le tourisme actuellement. Hein, c'est pas évident. Du côté de la province des îles, une nouvelle stratégie du tourisme est en cours de finalisation pour s'adapter à la situation sanitaire. Elle devrait être annoncée au mois de mars. Voilà. Pour le groupe 7. Bravo. Ah, ça commence à être pas mal. Hier, la 211e promotion des élèves surveillants à l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen, en Lot-et-Garonne, a été accueillie. Parmi les 388 élèves, 81 sont des Calédoniens qui avaient réussi l'année dernière le concours d'admission en vue de l'ouverture prochaine du centre de détention de Koné. Ils ont pu découvrir le campus et ont reçu leurs uniformes. Lorena, qui en fait partie, a été soutenue par sa famille. Quand j'ai annoncé à ma famille que je passais ce concours, ils étaient très surpris.
Il faut savoir que le métier de surveillant pénitentiaire, c'est un métier très fermé que tout le monde ne connaît pas. Et donc ils étaient très surpris de mon choix. À la suite de la réussite de mon concours, ils étaient très fiers et donc ils m'encouragent pour la suite. L'année dernière, 31% de ces élèves étaient des femmes et 68% des hommes. Ces Calédoniens resteront au campus durant 6 mois où ils seront formés en tant qu'élèves surveillants. Ils participeront alors à différents modules, au tir, aux techniques d'intervention, à la sécurité incendie, à la prévention et secours civiques de niveau 1, ainsi qu'à la déontologie. Ils devront par la suite revenir au pays pour 1 an en tant que stagiaires surveillants, avec, si tout va bien, une titularisation à la clé. Au terme de cette formation, ils devront être capables de prendre en charge la population incarcérée, gérer une unité de travail et encadrer une équipe, utiliser les procédures liées à l'hygiène et à la sécurité, communiquer efficacement à l'oral et à l'écrit et participer à la gestion des ressources humaines. Durant toute cette période, ils seront rémunérés à hauteur de 140 000 francs par mois, puis 240 000 francs une fois titularisés. Avec ce titre, les surveillants pénitentiaires auront la possibilité d'exercer sur l'ensemble du territoire français, un poste qui offre de multiples possibilités d'évolution. Au bout de 6 ans, il leur sera possible par concours interne d'occuper des postes d'encadrement puis des postes de commandement. Les surveillants pourront même présenter les concours de lieutenant au bout de 4 ans. Pour l'heure, il n'y a pas d'autres concours et recrutements de ce type prévus en Nouvelle-Calédonie. Depuis 2 semaines, le village de Calagomen est animé par le centre de vacances Poanoayo Kamo, qui veut dire le cœur de Gamaï. Une vingtaine d'enfants y résident. Les thèmes choisis durant ces 3 semaines sont la santé, le bien-être et le sport. Chaque jour, une veillée à thème est proposée de 20h30 à 21h30. Et ce soir-là, c'était la discrimination à l'école. C'est numéro 2. Allez, j'y vais. Discrimination à l'école. Sales oreilles, tu fais quoi chez nous? Rentre chez toi. Pourquoi tu fais ça, elle? Je sais pas qu'elle est pas pareille que nous, oui. Bah. C'est pas qu'elle est différente de nous que tu dois la bousculer ou encore l'insulter. Oh, c'est bon, j'ai fait pour jouer. C'est pas un jeu, c'est de la discrimination. Tu vas avoir des problèmes. Oui, c'est bon, j'ai compris. Oui, puis tu vas aller demander pardon à elle. Scène 3, les réseaux sociaux. Noah, viens voir comment j'ai filmé. C'est pas bien de filmer. Mais si, comme ça, je vais mettre sur FB. C'est pas bien de filmer, après c'est toi ou tes parents qui vont ramasser. Ok, je supprime. Oui, supprime maman que je vais casser ton téléphone et puis tu vas racheter un nouveau. Scène numéro 4, le pardon. Johanna, je vais te dire pardon pour mon comportement de tout à l'heure, c'était pas gentil. Oui, t'as raison, c'était pas gentil, mais ne recommence plus s'il te plaît, il peut y avoir des conséquences sur tes actes. Oui, pardon. Allez, on recommence à 0. Veux-tu être mon ami? Oui. On a mis en scène ces 4 thèmes parce que c'est l'actualité du moment. Voilà, il y a le racisme à l'école, oui, et il y a la violence aussi. Et puis les problèmes des réseaux sociaux. Ils le jouent mais en s'amusant, mais je pense qu'ils ont compris le message. Ça pourrait servir pour n'importe où. Quand on est dedans les colonies de vacances, l'école. Quand on sera plus grand. Et puis des fois dedans dans les lycées. Voilà. Puis dans la maison. Et ça vous a plu Oui. de jouer ce que vous avez fait ce soir? Oui. Et moi je voulais bien faire en tout cas le papa. Le centre de vacances se termine la semaine prochaine avec une sortie prévue dans la chaîne centrale reliant Yangana-Calagomen dans la tribu de Wemu pour découvrir une recette traditionnelle du coin, le dimouin, un dessert kanak. Voilà. Les maillots que vous avez là, en fait, c'est par rapport à cette signature-là. C'est la signature de notre contrat professionnel avec Alison Steinzel, un club de Ligue de luxembourgeoise. Il est beau le maillot blanc. Hein. Jean-Gilles Namouko évolue actuellement au poste de gardien dans un club luxembourgeois en 2e division. Il est de passage au pays pour préparer les qualifications au Mondial du Qatar. Avant de rejoindre la sélection calédonienne en stage fermé à Koné, il a pu profiter des retrouvailles avec sa famille. Ça fait du bien de revenir ici avec la famille, se ressourcer
pouvoir voir que tes nièces, où tu étais parti, j'étais parti il y a 7 ans. Je les ai vues toutes petites. Ça fait plaisir de les revoir ici avec sourire aux lèvres et avec le nom de tonton surtout dans leur dos. C'est parfait. Tout ce que j'aime en tout cas, je ne demande pas plus. À 24 ans, Jean-Gilles a déjà joué dans 2 clubs français, au Portugal en 3e division, puis dans une première équipe luxembourgeoise avant de rejoindre son club actuel, le FC Jeunesse Jangelsta, en Ligue 2. Après les Jeux du Pacifique, il s'apprête à porter de nouveau les couleurs Kagou pour les qualifications de la prochaine Coupe du Monde. Être appelé en sélection, c'est toujours une fierté de revenir, pouvoir jouer pour son pays. C'est toujours une fierté et franchement, c'est que du plus en fait. C'est que du plus pour moi, comme je le répète, c'est une plus dans ma motivation, une plus dans tout. Déjà, pouvoir ramener mon expérience et pouvoir aider l'équipe à gagner et à pouvoir répondre aux objectifs du coach et aussi à l'attente de la Fédération calédonienne de football. Et voilà, après on verra comment ça va se dérouler, mais pour l'instant, c'est ce que je vais faire. En passant un moment avec la famille de Jean-Gilles, on ressent beaucoup d'amour et de fierté, mais surtout une profonde complicité entre eux, un soutien sans faille et des racines qui font garder les pieds sur terre. Ceux qui partent le savent, une partie de nous reste au pays, quoi qu'il arrive. J'étais parti jeune d'ici et je pense que j'ai loupé énormément de choses ici. L'éducation de mon père, vu que je suis le seul garçon, et chez nous, la tradition kanak, le papa apprend beaucoup à son fils. C'est vrai que vivre réellement la coutume, c'est mieux pour lui. Mais bon, par les moyens qu'on a maintenant, on a essayé de partager tout ça et d'expliquer à Jean-Gilles, à chaque fois qu'il y a un événement coutumier ou des choses à comprendre dans la coutume, on le fait quand même par téléphone. Il a sa place dans la coutume et on ne peut pas passer à côté de ça. Il a du mal pour Jean-Gilles reste le petit. Donc il connaît très bien sa position à la maison. Il reste 3e et il restera toujours le dernier. Il doit être à 2 mètres et quelques. Mais à la maison, c'est un gamin. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est un gamin à la maison. C'est encore le petit bébé de... Après avoir passé une semaine en famille, Jean-Gilles Namouko est actuellement en stage fermé à Koné. Aucune communication ni tournage n'ont été autorisés par la Fédération calédonienne de football. Il repartira dimanche retrouver son club au Luxembourg et il rejoindra la sélection pour participer aux qualifications de la Coupe du Monde au Qatar pour la zone Océanie en mars prochain.